Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode sur comment valoriser une entreprise. Vous allez voir, à mon avis, ça va être assez intéressant pour vous, pour ceux qui veulent creuser le sujet. Alors avant ça, pour donner un petit peu de détails, généralement, comment on se retrouve à aller dans la reprise d'entreprise. La majeure partie d'entre vous, et d'ailleurs que je retrouve en coaching, c'est des personnes qui ont déjà fait de l'immobilier, que ce soit 1, 2, voire même 4 millions d'IMO. Là, je pense par exemple à Marwan qui vient de rejoindre le training. Lui, il a 4 millions d'IMO qu'il a pu constituer dans le temps. Il avait une expérience en tant que directeur commercial. Maintenant, il a 38 ans. Il se dit qu'il veut passer à la prochaine étape. Il regarde entre finalement relancer un business de zéro ou pourquoi pas faire une reprise de boîte. Et il se dit que finalement, profiter d'une boîte qui a été lancée, qui fonctionne, dont on n'a pas besoin de lancer depuis le début, c'est-à-dire faire les premiers recrutements, s'assurer que les produits sont bien délégués, que les process sont bien faits, pourquoi pas reprendre quelque chose qui fonctionne bien et reprendre ça avec de la dette. Alors, ça c'est le profil classique. Il y a aussi d'autres profils qui n'ont pas fait d'immobilier, qui sont plutôt business et qui se disent, finalement, une entreprise c'est un asset comme un autre et pourquoi pas en reprendre une directement. Premier élément, donc la majeure partie des personnes qui êtes ici, vous êtes habitués à faire ce genre de calcul. On va être obligé d'avoir quelques indicateurs sur les boîtes. Ne vous inquiétez pas, votre objectif, encore une fois, et je le dis à tout le monde, c'est de réussir sur une feuille de papier à voir les grandes lignes de votre business. On rentrera dans le détail des business et toute la partie comptable et toute la partie retraitement plus tard. Quand on dit qu'on fait des retraitements sur un business, c'est que une entreprise, on va avoir donc deux choses qui vont servir à détailler un business. Donc d'un côté, on va avoir un bilan. Donc là, c'est une photo de l'entreprise pour voir ce qu'il y a dedans. Et de l'autre côté, on va avoir un compte de résultat. Le compte de résultat, on va pouvoir le détail de comment une entreprise gagne de l'argent, du chiffre d'affaires jusqu'au résultat net. Nous, pour aujourd'hui, on va principalement travailler sur un élément qui s'appelle l'EBITDA ou l'EBE en français, l'excédent brut d'exploitation. En anglais, l'EBITDA, c'est Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Ce qui est vachement bien dans les anglais, c'est que dans le nom, on comprend ce que c'est. Par exemple, en français, excédent brut d'exploitation, on ne sait pas exactement ce que c'est en termes de calcul. Alors que EBITDA, Earnings Before Interest, on sait que c'est ce qu'on gagne avant les intérêts, c'est-à-dire qu'en dessous, du coup, il y a les intérêts. Taxes, donc les taxes. Depreciation and Amortization. Donc dans le nom, en fait, on sait où se situe globalement l'EBITDA pour tous ceux qui ont fait de la compta, de la fusion-acquisition. Vous voyez de quoi je parle. Alors qu'est-ce que c'est ce fameux EBITDA? On prend simplement le chiffre d'affaires d'une entreprise. À partir du chiffre d'affaires, on va enlever le coût des produits vendus. Donc par exemple, si vous avez une boîte de conseil et que vous vendez de la prestation intellectuelle, donc par exemple des développeurs dans une boîte, généralement, donc vous allez placer des développeurs, vous avez une marge généralement de 50%, donc vous allez passer un développeur à 100 euros, à plutôt 1000 euros par jour, on va dire. Un bon développeur bien dans un domaine bien spécifique, TJM 1000 euros par jour, vous le placez à 1000 euros par jour. Vous allez avoir le coût de la production vendue, c'est grosso modo ce que vous allez payer à votre développeur dans les équipes, c'est ça votre produit vendu, c'est 50%, du coup c'est 500 euros. Donc chiffre d'affaires moins coût de production vendu, donc 500 euros, vous arrivez à un truc qui s'appelle la marge brute. Encore une fois, quand vous parlez d'entreprise, vous le savez, c'est comme dans l'immobilier, quand vous parlez de cash flow, quand vous parlez de financement, etc., il faut redéfinir l'ensemble des termes parce que dans certains cas, la marge brute ne sera pas ça, dans d'autres business, ce sera différent et les entrepreneurs peuvent la calculer de manière différente. Donc même dans un compte de résultat, c'est assez, ça dépend comment vous le déterminez. Donc là, je vous donne des termes assez classiques et on va pouvoir voir que quand on analyse certaines boîtes, effectivement, ce n'est pas le cas. Une fois que vous avez une marge brute, vous allez enlever les frais administratifs et frais commerciaux. Et c'est ça le truc, moi je trouve un petit peu tricky, c'est dans votre marge brute, vous n'avez pas les frais de marketing et les frais commerciaux. Donc ça arrive après. Donc finalement, on ne retrouve pas un réflexe que moi j'ai par exemple, c'est-à-dire que quand je vends quelque chose, je veux savoir exactement combien ça m'a coûté en marketing, en commercial, et à côté de ça, je vais avoir effectivement des frais administratifs que je pourrais traiter différemment.
Mais là, non, on fait chiffre d'affaires moins coût de produit vendu. Donc là, par exemple, le développeur, le coût de la journée, vous avez votre marge brute et après, vous avez vos frais administratifs et vos frais commerciaux. En anglais, on retrouve ces SG&A, donc c'est tout ce qui est autour de, effectivement, des ventes et de la gestion administrative. Une fois que vous enlevez tout ça, vous arrivez du coup à votre fameux EBITDA ou EBE. Et enfin, vous vous rappelez ce que je disais sur le terme EBITDA, donc Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. On va enlever du coup à cet EBITDA. Donc EBITDA, c'est EBITDA, d'où donc c'est Earnings Before Interest, etc. On va enlever du coup Depreciation and Amortization. Encore une fois, ça, c'est des éléments qui sont purement comptables et pas cash flow. Donc, pour tous ceux qui sont habitués avec ces termes, l'amortissement, c'est par exemple dans tous ceux qui font du LMNP, qui font de l'immobilier en société, vous voyez ce que c'est. Pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est l'exemple assez classique qu'on donne en comptabilité. Vous achetez une voiture aujourd'hui, votre voiture, disons qu'on va simplifier les choses, elle vaut 100 000 euros. Vous achetez une voiture 100 000 euros. Plus les années passent, plus elle va perdre de la valeur d'un point de vue comptable. Et du coup, aux 100 000 euros, on va dire qu'au bout de 5 ans, votre voiture, elle vaut zéro. Au bout de 10 ans, elle vaut zéro. Donc, si votre voiture, au bout de 10 ans, elle vaut zéro, donc ça, c'est des règles comptables en fonction de ce que vous achetez ou dans quoi vous investissez. Vous avez des règles comptables qui vont vous permettre d'amortir ou pas rapidement des éléments. Alors, ça, attention, il faut les respecter parce que du coup, ça a un impact sur les impôts et du coup, les impôts peuvent vérifier vos règles d'amortissement. Après, il y a plein de choses qui s'expliquent en fonction du caractère par exemple, toutes les voitures ne sont pas pareilles, etc. Donc vous achetez votre voiture en disant qu'au bout de 10 ans, finalement, elle ne vaut plus rien. Du coup, vous faites 100 000 divisé par 10, ça fait 10 000. Donc chaque année, en fait, votre voiture va perdre 10 000 euros de valorisation. Bien sûr, c'est virtuel, c'est quelque chose de comptable, parce que potentiellement, au bout d'un certain nombre d'années, votre voiture, au bout de 10 ans, vous allez quand même pouvoir la vendre. Disons que ce n'est pas une merguez à la fin, vous allez pouvoir la vendre 10 000 ou même 100 000 euros dans certains cas, ou même plus. Donc là, vous allez avoir une valeur réelle, une valeur cash qui va être réévaluée à ce moment-là. Donc en tout cas, votre voiture, quand vous l'achetez, vous l'amortissez 10 000 euros par an, mais vous n'avez pas une sortie de cash 10 000 euros. Quand vous achetez votre voiture, au tout début, vous avez une sortie de cash de 100 000 euros, et après, chaque année, vous n'avez pas de sortie de cash de 10 000 euros. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est des éléments qui sont non cash, c'est-à-dire qu'on va avoir un déficit ou on va avoir une charge qui est virtuelle finalement de cette voiture chaque année, et avec surtout pas un décaissement de cash. Après, on va avoir les intérêts financiers. Donc là, ça va être tout ce qui est lié finalement à vos intérêts bancaires principalement. Et enfin, on va avoir l'impôt sur la société. Donc quand vous êtes en entreprise, vous avez un impôt qui s'appelle l'IS. Et d'ailleurs, cet impôt, cette structure d'imposition, pour tous ceux que ça intéresse, c'est partout dans le monde. Donc partout dans le monde, vous avez deux types d'impôts. Enfin, vous en avez trois généralement. Vous avez tout ce qui est TVA. Donc lorsque vous vendez un produit, et en France par exemple, pour la majorité des produits, c'est 20%. Après, vous avez un impôt sur les sociétés, ce qui vous permet d'arriver à la fin, qu'est-ce qui peut rester dans l'entreprise et qui ne va pas être pris par l'État. En France, on a du 15 et du 25%. Et enfin, vous avez l'impôt sur les individus, vous, si vous versez l'argent à vous-même. Ou dans certains cas, si les entreprises sont directes et que vous n'avez pas le choix, par exemple, c'est des entreprises qui sont à l'IR. Là, en fait, les résultats de votre entreprise sont directement envoyés sur votre impôt personnel. Du coup, vous arrivez au résultat net. Le résultat net, c'est l'argent que vous pouvez choisir quand vous avez une boîte, soit de le réinjecter dans la boîte l'année prochaine, c'est ce qui s'appelle un report à nouveau, donc vous laissez l'argent dans la boîte, ou vous pouvez choisir de vous le verser à vous, à titre individuel. Et là, il y a un autre impôt qui a lieu, donc c'est votre impôt individuel. Là, encore une fois, en France, on a le fameux PFU qui est à 30%. Alors, il faut que je vois comment ça va évoluer avec les nouvelles lois. Donc, par exemple, disons que vous avez 100 000 euros de résultat net à la fin de l'année. Vous voulez vous verser sur votre compte, vous avez 30% d'impôt, donc vous avez 30 000 euros qui part à l'État. Attention, cet impôt de PFU, c'est véritablement, il n'y a pas une histoire de cotisation, c'est un impôt. Donc ça sert à payer plein de trucs, mais surtout pas vous. Et peu importe que vous ayez payé dans votre vie 10 millions d'impôts, ça ne changera rien à ce que vous allez avoir à la retraite, etc. Donc ça, c'est un enjeu aussi. On pourra parler des méthodes de rémunération et de ce qui peut être plus intéressant pour vous. Donc voilà, on a vu grosso modo comment marche une boîte. Si vous avez une entreprise, et je vais refaire un épisode de podcast là-dessus, en fait, il y a des boîtes où vous n'êtes pas obligé d'aller faire tant de chiffre d'affaires que ça pour vous en sortir. Il faut retenir quelque chose, plus vous faites de chiffre d'affaires, plus la difficulté est exponentielle pour aller chercher du chiffre d'affaires. Du coup, si votre rémunération est assez faible, c'est-à-dire votre résultat net, si vous faites votre résultat net divisé par votre chiffre d'affaires, si c'est assez faible, eh bien, ça vous demandera beaucoup d'efforts pour aller chercher des millions de chiffres d'affaires supplémentaires simplement pour arriver à des rémunérations assez faibles. C'est ce qu'on peut retrouver assez souvent dans l'industrie.
Vous imaginez bien que dans la plupart, alors ça dépend lesquelles, mais dans des industries assez, on va dire des boîtes qui font des écrous par exemple ou des choses comme ça, on va avoir des marges assez faibles, donc il faut faire beaucoup de chiffre d'affaires pour finalement arriver à un EBITDA qui est significatif pour pouvoir rémunérer par exemple des actionnaires. Pourquoi je vous parle de l'EBITDA? Parce que l'EBITDA va être au centre. Généralement, quand on parle d'une boîte, on va très souvent parler d'EBITDA pour voir en fait la performance d'une entreprise. Tout ce qui est en dessous, c'est pas réellement financier, ça dépend de comment c'est fait. Donc, on parle d'EBITDA pour voir si une boîte marche bien ou d'EBE en français. Quand vous reprenez des boîtes, ça dépend ce que vous allez reprendre comme entreprise, mais la plupart des banques d'affaires vont parler d'EBITDA de toute façon, et vous allez parler d'EBITDA à un moment. Si vous êtes avec des personnes franco-françaises sur des petites boîtes, peut-être qu'on restera au niveau de l'EBE parce que vous allez avoir des comptes français. Par contre, on parle souvent d'EBITDA. Quand vous reprenez une boîte, juste pour vous, vous avez 3 flux de rémunération. Vous avez un flux du coup qui est en dividende, ce qu'on a vu. Vous avez un flux qui est aussi en remboursement de dette. Donc potentiellement, l'entreprise va prendre de la valeur parce que comme en immobilier, vous avez fait du leverage, vous avez mis par exemple 100 000 euros pour une boîte qui vaut 1 million d'euros. Et chaque mois, vous allez rembourser entre 20 000 euros d'emprunt, plutôt 14 000 euros d'emprunt. Et du coup, ça peut fonctionner comme ça. Autre élément, vous avez aussi une rémunération opérationnelle. La rémunération opérationnelle, c'est par rapport au taf que vous faites dans l'entreprise. Et là, vous pouvez généralement le prendre plutôt en facturation si vous avez une holding ou une entreprise en tant que freelance, ou sinon, vous pouvez être directement assimilé salarié. Ça dépend du type de l'entreprise, mais en tout cas, vous prenez une rémunération à ce niveau-là. C'est très important de faire les 3 types de différentes rémunérations parce que ça permet dans votre tête de mieux comprendre où vous vous situez. Généralement, si vous êtes comme moi, dans les premières boîtes que vous allez faire, votre objectif, c'est de faire que la boîte fonctionne et du coup, vous allez mélanger un petit peu l'ensemble, ce qui est assez logique parce que votre priorité, ce qui est censé être la priorité pour une boîte, c'est de faire du business et de faire que votre boîte, elle tourne. Donc généralement, vous allez un peu mixer tout ça. Par contre, assez vite, il faut bien faire la différence entre ces 3 types de rémunération différentes, surtout quand vous avez des associés, des packs d'associés, du financement, parce que alors là, ça se complexifie. Et si vous vous retrouvez en face d'avocat, il va forcément revenir sur ces 3 types de rémunération. Donc, en tout cas, moi, je vous encourage à bien commencer à penser comme ça. Donc, effectivement, la valorisation en patrimoine, généralement, une boîte, on l'achète sur 7 ans maximum. Il faut faire attention parce que dans une boîte, il peut y avoir plusieurs choses. Donc, il peut y avoir de l'immobilier, il peut y avoir des actifs, on va dire des usines, etc. Potentiellement, dans certains cas, on va pouvoir réussir à faire différents flux de dettes, mais dans la majorité des cas, surtout sur les boîtes plus petites, on fait un truc sur 7 ans. Les banques pressent sur 7 ans et c'est un mécanisme qui généralement s'appelle le LBO. Donc il y en a plein de types, leverage buyout. Et en gros, là, ça veut dire que l'entreprise va se rembourser elle-même. En gros, vous allez pouvoir utiliser les flux de trésorerie de l'entreprise, donc combien il reste d'EBITDA ou de résultats nets, pour rembourser une dette. Donc là, par exemple, si une boîte a 1 million d'euros de valo, que vous empruntez 1 million d'euros de valo, vous allez vous générer tous les mois 12 000 euros de patrimoine grâce au remboursement de l'emprunt. Encore une fois, c'est une approximation, c'est pour vous donner une règle d'idée. Vous avez tous déjà vu, ou en majorité, des tableaux d'amortissement. Un emprunt, généralement, quand vous l'amortissez dans le temps, au début, vous remboursez beaucoup de dettes. Donc ça peut être de l'ordre de 60% de dettes, et à la fin, donc ça dépend des taux, et à la fin, vous allez rembourser plus que 10% de dettes, d'intérêt, je veux dire. Et pendant la période, la différence, c'est le capital. Donc au début, quand vous remboursez 12 000 euros, vous remboursez 14 000 euros dans ce cas-là. Vous avez effectivement 12 000 euros de capital, mais à la fin, vous allez rembourser 14 000 euros encore une fois, mais vous allez avoir beaucoup plus de capital. Alors, on passe à la suite sur les méthodes de valorisation. Vous en avez plusieurs. Et je voulais spécifiquement faire cet épisode pour casser certains mythes sur les valorisations et casser certaines personnes que vous allez avoir en face de vous. Moi, ce que j'apprécie pas trop, et c'est pour ça que j'ai lancé aussi un certain nombre d'épisodes de podcast, Fire, etc., c'est d'avoir des experts qui sont en face de vous, qui vont utiliser leur rôle d'expert, qui d'ailleurs on ne sait pas trop d'où ça vient, principalement avec du jargon et aussi pour vous avoir sur des termes. Donc par exemple, moi et je pense qu'on n'est pas beaucoup apprécié ça. Hier, moi j'étais dans un taxi, il y avait marqué 12 euros sur mon taxi, le gars appuie sur un bouton, c'est passé à 18 euros. Bon, c'était pas le moment pour que je lui demande ce qui se passe exactement, mais là je me suis senti un peu utilisé. Pareil, si vous faites appel à un serrurier, que un serrurier se déplace, vous indique pas de prix, vous répare le truc et après vous dit que c'est 2 000 euros alors qu'en fait son intervention en vaut 300, bon bah c'est pas la même chose et on retrouve ça dans les boîtes. Alors, première façon de valoriser, ce qui est assez logique, là c'est exactement comme en immobilier, on va essayer de faire des multiples.
Alors, en immobilier, on peut retrouver ça principalement dans les villes où il y a pas mal de trafic avec les prix au mètre carré. Donc, effectivement, ce que vous allez faire en immobilier pour vérifier que ça correspond au marché, vous allez regarder les transactions qui ont lieu dans la même rue avec exactement les mêmes spécifications si possible. Très compliqué à avoir. Vous le savez déjà, vous pouvez utiliser des sites comme VDF qui vont vous permettre de savoir quels sont les prix au mètre carré, même dans la rue, des immeubles que vous allez reprendre. Par contre, vous ne savez pas exactement dans quel état il était. Donc, par exemple, si il y a des immeubles qui sont totalement à refaire, voire il y a des problèmes structurels, eh ben, vous n'allez pas savoir ça dans le prix final d'achat. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, ça vous donne une notion de prix au mètre carré, de savoir combien c'est dans le secteur ou dans la rue ou dans le quartier en fonction d'où vous en êtes. La valorisation par multiple, c'est exactement la même chose. On a des études de marché sur des secteurs. Donc, il y a pas mal de secteurs qui sont aujourd'hui regroupés dont on a les informations. Il y a par exemple des outils comme Papers qui vous permettent de savoir, d'avoir accès aux comptes, etc. Et bien, il y a des outils et des études, par exemple, qui vont vous reprendre l'ensemble des transactions d'un secteur et qui vont pouvoir vous dire, OK, par rapport à un EBITDA, voilà les multiples qu'on peut appliquer. Donc là, je vais vous les donner de façon générale et moyenne pour la France. Et on va commencer par des entreprises qui ont des gros EBITDA. Donc, si vous avez 10 millions d'EBITDA, vous avez généralement un multiple de 6,8. 5 millions, 6,3. Donc, en fait, vous prenez votre EBITDA. Si vous avez un EBITDA du coup de 5 millions, vous multipliez par 6,3. Et là, si je fais le calcul devant vous, c'est terrible, on ne sait plus compter. Ça vaut 31 millions. Ça doit être ça. Et après, si vous avez un EBITDA de 2 millions, vous faites 5,6. Un EBITDA de 1 million, vous faites 5. 500 000, vous faites 4,5. 200 000, vous faites 4. Et en dessous de 200 000, et c'est là où je veux en venir, il n'y a pas de multiple moyen qui est exposé. Alors pourquoi on fait ça? Parce que quand vous reprenez une boîte, en fait, plus elle est grosse, plus elle va être gérée, automatisée, déléguée, processée, et moins il va y avoir les risques suivants qui sont finalement des risques purement opérationnel, c'est-à-dire que la boîte dépende du cédant réellement. Dans les petites boîtes, si vous prenez les petites boîtes de formation, les petites boîtes de conseil, généralement, c'est le cédant qui ramène son carnet. C'est au nom des cédants et c'est comme ça qu'il arrive à récupérer des deals. Après, vous allez avoir le fait qu'il fait de l'opérationnel aussi. Donc, s'il s'en va, finalement, l'opérationnel s'en va. Donc, vous posez des questions sur ce que vous achetez réellement. Gardez ça en tête. Faites très attention, tous ceux qui veulent reprendre des boîtes qui ont moins de 200 000 euros d'EBITDA. Attention et négociez très très bien les prix. Les gens qui ont ces boîtes-là vont vous dire, bon, il y a des multiples de secteurs, ça vaut 3 fois, 6 fois, 5 fois l'EBITDA, ça vaut X fois le chiffre d'affaires. Alors oui, dans certains secteurs, par contre, si on prend par exemple les belles brasseries, etc., c'est généralement entre une et deux fois le chiffre d'affaires. Donc ça dépend, c'est soit par l'EBITDA, soit par le chiffre d'affaires. Quand vous avez ces business-là, ben, prenez le temps de bien regarder ce que ça veut dire si la personne part, de vous, qu'est-ce que vous allez vous retrouver à faire, et surtout faites attention à ce que vous achetez, parce que là, généralement, le cédant, surtout dans les petites boîtes, ne va pas se rémunérer, il va se rémunérer potentiellement en dividende. Alors, ça dépend comment il le fait. Donc, s'il arrive à 150 000 euros d'EBITDA, mais il ne s'est pas rémunéré avant, vous n'avez pas une structure qui tienne et vous n'avez pas une structure qui fonctionne. Votre objectif, quand vous analysez une boîte au début que vous allez reprendre, c'est de penser à une boîte en bourse. Demain, vous achetez des actions de Tesla, alors peut-être un mauvais exemple aujourd'hui, mais de qui? De Total. Eh bien, Total est totalement géré. C'est-à-dire que vous avez un comité de direction, vous avez même des organismes de contrôle, tout est fait. Et là, vous ne faites strictement rien, vous apportez simplement votre capital. Vous essayez de vous ramener, en fait, plus l'entreprise va être grosse, plus vous allez avoir cette position finalement d'actionnaire. L'actionnaire ne fait rien, a un droit de vote et un droit de propriété, mais il ne fait rien à l'année. Vous, votre questionnement, c'est où vous vous positionnez par rapport à cet actionnaire et quelles sont les choses que vous allez devoir faire, vous, à votre charge, pour finalement gérer une boîte et quel coût ça a et quel coût ça a d'être délégué. Donc ne fantasmez pas trop, surtout quand vous commencez. Acheter une entreprise en payant un gros multiple au début, moi je le comparais un petit peu à acheter une boîte en mode Pinel qui n'existe plus ou en mode investissement locatif sans savoir vers quoi on s'engage réellement. Enfin, vous arrivez sur les... Ah, donc là, vous avez la méthode en multiple à partir de EBITDA. Après, donc ça, c'est secteur. C'est vraiment, on fait sur le secteur. Vous avez pas mal d'études. Donc Xerfi, par exemple, qui fait des études de marché là-dessus. Vous pouvez en retrouver des gratuites sur certains secteurs.
Et là, vous allez avoir vraiment les valorisations en fait et les rendements, alors les rendements et aussi la performance économique des entreprises. Ensuite, vous avez la valorisation en transaction. Valorisation en transaction, vous allez regarder, bah là c'est plus exactement ce qui est fait quand on parlait de l'immobilier. Vous allez regarder qu'est-ce qui a été vendu dans le même secteur et vous allez prendre exactement la même boîte que celle que vous allez acheter. Encore une fois, on a déjà des problèmes sur l'immobilier qui est beaucoup plus simple pour savoir si c'est exactement le même immeuble. Alors attention, les immeubles, déjà avoir, ou un appartement, avoir la même vue qu'un autre appartement, avoir la même superficie, le même éclairage, etc. Très compliqué à savoir et on ne l'a pas dans les bases de données. Vous l'imaginez bien que sur les entreprises avec des multiples de transactions, vous ne savez pas. Vous, encore une fois, quand vous allez chercher à reprendre une boîte, surtout quand c'est des petites boîtes, c'est la relation que vous allez avoir avec le cédant. Vous voulez un cédant qui vous accompagne, qui vous réponde, qui soit un mec sympa, qui a vraiment envie de vous aider. Ça, comment on le voit dans le multiple? Aucune idée. Du coup, les multiples de transactions, là, on les a et je vais vous donner les chiffres de la même façon. Donc, sur 10 millions d'euros d'EBITDA, c'est un x8, 5 millions x8, 2 millions 7, 1 million 7, 500 000 4, 200 000 4 et moins de 200 000, finalement, on ne l'a pas. Donc là, vous avez les multiples qui sont les multiples de transactions finalement moyens. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de les récupérer. Du coup, ça, vous pouvez les récupérer sur des bases de données ou sinon par des banques d'affaires qui font beaucoup de transactions. Donc, eux ont accès à ces données-là. Assez souvent, c'est assez dur de récupérer ça parce que les montants de transactions sont finalement non donnés. Donc, si vous passez par des banques d'affaires, des courtiers qui sont habitués à faire des transactions dans un domaine, donc par exemple des organismes de formation ou des fonds de commerce pour de la restauration, vous allez pouvoir récupérer ces chiffres-là. Encore une fois, on tombe dans quelque chose où c'est compliqué quand vous avez des EBITDA inférieurs à 200 000 euros pour les mêmes raisons. Alors, vous avez une autre méthode de valorisation qui est une méthode beaucoup plus financière, qui est la méthode par discounted cash flow. Alors, cette méthode, sincèrement, alors moi j'en ai fait un paquet quand j'étais en banque d'affaires. Pour les grosses entreprises, alors quand on travaille en M&A, donc en banque d'affaires et qu'on fait des valorisations pour des grosses boîtes, généralement on va faire toutes les valorisations possibles pour dire ok, la valorisation par multiple, c'est tant. Alors la valorisation par multiple quand on est en banque d'affaires et que c'est des entreprises cotées, cette valorisation par multiple, on va faire cette valorisation à partir des cotations des entreprises qui sont similaires, des comparables. Donc, par exemple, si vous êtes Accor et que vous voulez valoriser Accor, alors déjà, normalement, Accor est valorisé en bourse, mais vous allez pouvoir aller regarder les valorisations en bourse des compétiteurs d'Accor, voire même des parties des compétiteurs qui sont similaires à Accor. Donc, vous pouvez faire ça en bourse pour comparer. Donc, c'est pareil dans l'univers bancaire. Vous pouvez vous amuser d'ailleurs à comparer les valorisations par rapport à, pourquoi pas, de l'EBITDA des différents acteurs bancaires, donc comparé à la Société Générale, BNP, Crédit Agricole, Banque Populaire, et en les comparant en bourse avec combien ils sont valorisés par rapport à leur EBITDA, par exemple, ou on peut descendre plus à partir, quand on fait de la bourse, jusqu'à ce qui est redonné, donc un price earning ratio par part. On peut finalement les comparer et se dire que, bon, bah, tiens, c'est curieux, Société Générale est moins bien valorisée que Crédit Agricole. On peut arriver à ces trucs-là. Quand vous faites des valorisations par multiples pour des entreprises, si elles sont assez grosses, les entreprises, donc si vous avez une boîte qui fait du 100, 200, 400 millions d'euros, par exemple, dans l'hôtellerie, ça peut quand même être intéressant de comparer ça avec Accor et de comparer ça aussi après potentiellement par pays. Ça, vous pouvez faire pas mal de choses. Mais bref, valorisation par multiple, généralement, vous faites à partir de la bourse et des comparables boursiers. Valorisation en transaction, là, vous regardez pour combien ont été rachetées des grosses boîtes similaires à l'étranger. Il y a des bases de données qui vous permettent de faire ça pour des grosses transactions. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que quand des entreprises sont achetées par des entreprises qui sont cotées en bourse, on a finalement accès à toutes ces informations dans les bilans des entreprises, les rapports annuels des entreprises qui sont effectués chaque année. Nous, aujourd'hui, ce n'est pas forcément le type de boîte, la majorité d'entre vous, je ne pense pas que vous allez récupérer des boîtes à 500 millions, voire 1 milliard, voire 100 millions, mais quoique, si vous ne savez pas ça, en gros, vous allez le savoir pour la suite. La méthode discounted cash flow, l'objectif, ça va être de calculer finalement combien la boîte fait réellement de cash aujourd'hui, combien on estime qu'elle va faire de cash dans les années futures, et on va actualiser la valeur du cash que la boîte va faire dans les années futures à une valeur d'aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est exactement la même chose qu'un emprunt. Vous, je peux vous poser une question. Si je vous donne 100 000 euros dans un an, vous aimeriez avoir combien aujourd'hui à la place de 100 000 euros dans un an? La plus grande partie d'entre vous, ce sera plutôt du 80 000 euros aujourd'hui, ils seront contents.
Pourquoi? Parce que la valeur d'argent aujourd'hui, c'est plus important que la valeur dans un an et il y a aussi moins de risques. On peut se dire: «Bah, tiens, moi j'ai l'argent tout de suite sur mon compte et je l'aurai pas dans un an. Peut-être que Victor, je ne parlerai plus dans un an». Du coup, cette notion d'actualisation du cash, il y a un truc, qui s'appelle, pour, tout ce qui est, plus grosse entreprise, ça s'appelle le WACC. Le WACC, ça va être un coût moyen de récupérer du cash, dans un an. C'est un coût de financement de cash. Dedans, on va retrouver le coût de financement si on prend de la dette d'un côté. Donc par exemple, si vous faites de l'immobilier, c'est votre emprunt sur 20 ans, sur 25 ans. Donc à quel taux est ça? Et aussi de l'autre côté, ça va être votre coût pour récupérer de l'equity, c'est-à-dire du cash. Par exemple, vous pouvez me demander, vous m'appelez demain, et il y en a beaucoup d'entre vous qui le font, mais malheureusement, j'ai pas beaucoup de cash en ce moment. Vous m'appelez, vous me dites: «Victor, je suis sur un deal à 1,5 million, 2 millions, est-ce que tu as 500 000 balles à me prêter et dans quelles conditions?» Et là, moi, je pourrais très bien vous dire: «Bah voilà, je te donne de l'equity. Par contre, moi, c'est 500 000 balles, je veux impérativement, vu le projet dans lequel je vais rentrer avec toi, je veux faire du 15%, je veux faire du 20% par an». Et de l'autre côté, vous allez avoir de la dette. Et dans votre cas, si c'est de la dette proche de la dette immobilière, vous êtes effectivement aujourd'hui dans du 3% sur 20-25 ans. Par contre, si vous récupérez de la dette en financement d'entreprise, on est sur des taux plus importants. D'ailleurs, petite anecdote, ben on en reparlera juste après sur ce taux-là. Donc ce WACC, c'est un taux de financement finalement moyen. Vous allez pondérer les deux en fonction de ce qui est accessible sur le marché. Généralement, aujourd'hui, alors il faudrait voir dans quel domaine vous êtes. Plus vous êtes sur des petites entreprises, donc par exemple, certains d'entre vous l'ont déjà fait, vous avez des plateformes en ligne qui vous permettent de prêter de l'argent à des boîtes, internationales. Donc vous financez, alors c'est principalement sous format de dette et vous allez obtenir un rendement et vous vous rendez compte que dans certains pays, vous pouvez toucher du 15-20 en prêtant votre argent à des entreprises. Mais attention à la contrepartie, c'est-à-dire qu'il y a un risque de défaut qui est réellement là. Vous vous rappelez, tout ce qui était promoteur immobilier, donc tout ce qui était crowdfunding immobilier, on arrivait à des taux quand même de 12% par exemple pour nous. Mais ce qui veut quand même dire qu'entre la commission, les frais, etc., le promoteur immobilier s'endette dans les 20%. À mon avis, il faudrait que je refasse les calculs, je vous referai les calculs détaillés de ça. Donc, votre enjeu, ça va être de retomber sur exactement ce qu'il y a comme cash. Donc, on revient à notre petit EBITDA. Notre petit EBITDA ou notre petit EBE, en dessous de ça, il y a un truc qui s'appelle vous allez rajouter ou plutôt vous allez retraiter tout ce qui est, dépréciation, et amortization de votre EBITDA pour tomber à un truc qui s'appelle à l'EBIT. Vous avez vu, vous traitez le DA. Alors généralement, là dans notre cas, ça dépend, donc vous retraitez, tout ce qui n'est pas cash. Donc vous vous rappelez, c'est votre voiture par exemple, vous avez, le fait d'avoir, de l'amortir chaque année, de perdre 10 000 € chaque année, parce que vous amortissez votre voiture, mais c'est pas cash. Donc en réalité, il faut ne pas prendre ça en compte. Donc si vous avez 10 000 € qui sont pris en compte parce que vous avez, votre voiture qui est amortie, de 10 000 € chaque année, il faut les rajouter. Une fois que vous avez votre EBIT, vous allez retirer du coup tout ce qui est, taxes. Donc taxes, ça vous les payez quoi qu'il arrive, donc ça disparaît. Donc c'est vraiment du cash qui s'en va. Donc là, hop, vous enlevez. Donc ça va être ce fameux IS, entre autres, mais en grande majorité, c'est de l'IS. Enfin, vous allez enlever, tout ce qui est CAPEX. Alors, on parle assez souvent de OPEX et de CAPEX. OPEX, c'est Operating Expenses, c'est ce qui est nécessaire pour faire fonctionner votre entreprise. Et les CAPEX, c'est tout ce qui est investissement, donc Capital Expenditure. Donc, les investissements, par exemple, chaque année, vous savez que vous avez besoin. Alors, je vais vous prendre un exemple très classique. Mon immeuble d'Ivry-sur-Seine, j'ai une durée de vie sur les radiateurs de 10 ans. L'immeuble a un peu plus que 10 ans aujourd'hui. Et du coup, mes radiateurs sont en train de tous tomber en rade au fur et à mesure les uns des autres. Et c'est assez fantastique pour voir à quel point c'est très pratique et ça tombe bien en panne quasiment en même temps. Du coup, dans mes CAPEX, pour maintenir mon immeuble et maintenir le chiffre d'affaires de mon immeuble, je vais être obligé de remplacer ces fameux radiateurs. Et du coup, je sais que, par exemple, si je crée cet immeuble-là demain et que je le crée from scratch, je peux mettre une ligne, donc 12 ans plus tard ou 10 ans plus tard en fonction de la durée de vie de mes radiateurs. Moi, dans mon cas, du nombre de radiateurs fois le prix d'un radiateur à ce moment-là. Donc attention aussi à l'évolution des prix. Et je vais me dire, OK, il faut que je mette, moi, dans mon cas, 8 000 ou 10 000 € de radiateur. Donc là, j'ai besoin de mettre 10 000 € de radiateur dans cet immeuble. Et ça, c'est un CAPEX qui va permettre de refinancer ces éléments-là. Pareil, vous avez des CAPEX sur des investissements nécessaires dans des nouveaux outils informatiques. Vous allez avoir des CAPEX nécessaires pour potentiellement développer une nouvelle activité. Donc, si vous êtes une usine et que vous allez avoir besoin de développer une nouvelle ligne de production et que ça coûte 10 millions d'euros, c'est des CAPEX que vous allez mettre en 10 millions d'euros.
Et enfin, vous avez donc les CAPEX, vous les enlevez parce que c'est quelque chose que vous allez devoir dépenser. Donc on revient, vous avez votre EBIT, on enlève les taxes, on enlève les CAPEX et là on enlève un truc qui s'appelle les variations de working capital ou les variations de BFR qui sont les variations de besoin en fonds de roulement. Votre besoin en fonds de roulement, c'est c'est ce dont vous avez besoin d'avoir en stock, par exemple, pour répondre à vos clients. Le truc le plus classique, disons que vous avez un magasin. D'ailleurs, c'est le genre de business où on a fait une offre avant-hier. Là, on est dimanche, on a fait une offre avant-hier sur un magasin. Disons que votre volume de vente mensuel, ça va être de vendre 100 alors je vais vous donner un autre truc que ce qui me vient en tête, c'est trop proche. Vous vendez 100 chaises par mois. Et disons que vous faites du 20% d'augmentation de volume de vente chaque mois. Donc le mois prochain, vous n'allez pas en vendre 100, vous allez en vendre 120 chaises. Mais vous, vos chaises, il va falloir les avoir achetées. Pour pouvoir en vendre 120 chaises, il faut avoir 120 chaises en stock. Et donc là, vous allez avoir une variation de besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire l'argent qui est nécessaire pour faire tourner votre boîte, de 20 fois le prix d'achat d'une chaise. Et du coup, chaque mois, il va falloir avoir de l'argent supplémentaire qui sera mobilisé en stock, qui va vous permettre de faire votre activité. Et c'est ça le besoin en fonds de roulement. Donc si vous avez une boîte qui augmente en taille, vous allez avoir besoin de plus d'argent qui sera stocké dans votre boîte pour faire tourner ça. Là, vous arrivez, donc si vous faites donc l'EBITDA, vous retraitez tout ce qui est depreciation, vous arrivez à l'EBIT tout court, vous enlevez taxes, vous enlevez les CAPEX, vous enlevez les variations de BFR, et comme si vous le savez, si vous êtes en phase croissante, du coup il y aura plus de BFR, donc vous aurez moins de cash. Si vous êtes en phase décroissance, c'est dans l'autre sens. Et là, vous arrivez à votre fameux unleveraged free cash flow. Donc là, vous avez normalement ce qu'il y a réellement comme trésorerie dans votre boîte et que vous allez pouvoir utiliser potentiellement, enfin c'est du cash réel dans votre boîte. Quand on parle de résultat net, la comparaison avec le résultat net, c'est potentiellement les CAPEX ne seront pas traités de la même manière dans votre résultat net parce qu'il y aura de l'amortisation, justement. Donc, si vous avez, par exemple, vous achetez cette fameuse voiture à 100 000 euros ou vous faites un investissement avec votre boîte, disons qu'avec votre entreprise, vous allez acheter un immeuble qui vaut 1 million d'euros. Vous avez 1 million, allez, 1 500 000 de trésorerie. Vous allez dépenser 1 million d'euros cash. Donc, d'un point de vue trésorerie, vous avez 1 million d'euros qui sortent de votre boîte pour acheter l'immeuble. Par contre, d'un point de vue compte courant et résultat net, vous n'allez pas avoir moins 1 million d'euros cette année et vous n'allez pas être en perte d'1 million d'euros. Non, vous allez prendre l'immeuble. Alors là, vous allez l'amortir encore une fois. 80% de l'immeuble, vous allez amortir, ça dépend d'où il est. Et vous allez amortir chaque année peut-être 100 000 euros de valeur d'immeuble. Donc quand vous voyez ça, vous vous rendez compte que quand vous regardez un compte de résultat, ce qui reste à la fin, vous pouvez avoir un résultat net de, je ne sais pas moi, d'1 million d'euros, mais finalement, vous n'avez pas le même montant de cash et le même montant de trésor dedans. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de retraiter pour savoir le cash qu'il y a réellement dedans par rapport à un compte de résultat et à un bilan. Une fois qu'on a ça, on va finalement mettre la valeur actuelle des cash flows et on va l'actualiser. Donc là, vous avez un calcul que vous pouvez trouver en ligne. C'est un calcul assez classique. En fait, vous allez avoir votre cash flow de l'année donnée et vous allez diviser par 1 plus le taux auquel vous voulez actualiser, puissance l'année d'actualisation. Du coup, là, sur la première année, par exemple, vous allez faire ce calcul, l'actualiser, et vous allez faire ça, pourquoi pas, sur 5 ans. Donc, vous allez actualiser les flux que vous allez recevoir sur 5 ans. Ce qui fait que, par exemple, si on fait un calcul où aujourd'hui, vous avez, disons, 120 000 euros de cash flow qui seront versés pendant 5 ans parce que votre boîte ne bouge absolument pas. Les premiers free cash flow vont être, donc ça vous avez 120 000 euros de unleverage, vous allez avoir la première année du 110 000. Et la dernière année, vous allez avoir du 70 000. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous l'actualisez à 10%, sachant que sur des petites boîtes, votre WACC, du coup, votre taux d'actualisation sera beaucoup plus important. Ce qu'il faut savoir, c'est du coup, c'est plus vous attendez dans le temps, moins ça vaut cher à l'avenir. Et là, ça repose pour ceux d'entre vous qui sont un petit peu chauds, ça repose sur la courbe des taux, d'où l'importance. Une courbe des taux, c'est de savoir par rapport à vous avez un graphique qui vous présente en fonction du nombre d'années à quel taux vous pouvez emprunter. Et là, il y a eu pas mal de problématiques quand on a des inversements de courbe de taux, ce qui veut dire que normalement, plus vous empruntez sur longtemps, plus vous payez un taux important. Là, aujourd'hui, ça se tasse fortement. Donc, en fait, quand on emprunte sur longtemps, on arrive à potentiellement avoir un taux qui est quasiment similaire. Donc, ça, donc en fait, si vous regardez la courbe, c'est vraiment un truc qui s'écrase dans le temps.
et on avait des problématiques parce que quand il y a des moments de crise, en fait, on se rend compte que l'argent plus tard, vous allez pouvoir avoir une courbe de taux inversée, ce qui veut dire que l'argent ça vous coûte moins cher d'emprunter sur très longtemps et ça pose des problèmes. Peut-être qu'on en parlera une autre fois. Une fois que vous avez, ces free cash flow, on va faire 2 choses. On va calculer la valeur de votre boîte, entre guillemets, «à l'infini». C'est-à-dire qu'on va prendre, les free cash flow de l'année 5 et on va les actualiser avec un taux de croissance infini. Généralement, on prend du 2 et ça va vous faire, une, valorisation, de votre entreprise. Donc on va prendre ces free cash flow, on va prendre votre EBITDA, et on va actualiser ces free cash flow, à l'infini. Une fois qu'on a actualisé ces free cash flow à l'infini, on a la valeur finale de votre boîte, donc à l'infini, qui représente un montant. Et après, on va y rajouter l'ensemble des free cash flow qu'il y a eu pendant les 5 premières années. Et une fois qu'on a tout ça, on a la valeur de votre entreprise. Et là, votre enjeu, c'est de regarder à quel point la valeur finale de votre entreprise est énorme par rapport au free cash flow que vous avez gagné. Et pourquoi pas d'ajuster un petit peu ça. Quand vous faites un élément comme ça, alors généralement dans les banques d'affaires, vous avez beaucoup de personnes qui passent du temps à revoir ces chiffres, etc. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de retraitements qui sont possibles. Du coup, ça devient tout de suite un enfer. Rien que le calcul du WACC, donc le taux d'actualisation, est un enjeu. Et après, il faut se dire que quand on fait des projections dans le temps, ne serait-ce que d'indiquer quel sera le montant d'inflation, donc dire que l'inflation ce sera du 2, du 3 ou du 10%, ça change totalement tout. D'ailleurs, si vous avez des taux d'inflation à 10%, bonne chance pour faire des prévisionnels. C'est un truc qui part totalement en live. Et après, vous avez effectivement combien vous allez faire de chiffre d'affaires supplémentaire, comment vous faites les valorisations de CAPEX dans des domaines complexes. Donc, par exemple, si vous bossez alors à la SNCF, quels seront les CAPEX futurs? Vous avez tous les retraitements, par exemple, si vous prenez de la France, des indemnités de départ, de retraite de personnes. Enfin bref, il y a énormément de choses à prendre en compte. Donc, cette méthode discounted cash flow peut demander beaucoup de travail. Et une fois qu'elle est faite, les principaux échanges qui auront lieu, c'est surtout sur la méthode de calcul et qu'est-ce qui a été mis en avant. Mais au moins, ça permet d'être sûr qu'on est ajusté sur l'avenir de la boîte. Donc là, vous avez cette méthode de discounted cash flow pour que vous puissiez comprendre ce que c'est. Donc dans les grandes lignes, encore une fois, c'est vous estimez les free cash flow, donc le cash réel de la boîte qu'il y aura dans les prochaines années. Vous les actualisez pour que ça revienne à une valeur d'aujourd'hui. Vous calculez une valeur finale sur le dernier free cash flow au bout de 5 ans en disant OK, ça va être ça avec une croissance de 2%, enfin une actualisation de 2% à terme à l'infini. Combien ça va faire? Ça vous donne une valorisation de boîte. Vous rajoutez ces free cash flow et vous regardez comment ça fait. Enfin, vous avez d'autres techniques. D'ailleurs, c'est marrant, je l'avais pas forcément présenté. Là, je suis sur un document que j'utilise assez souvent pour présenter ça. Vous avez une méthode purement comptable, donc valorisation comptable de boîte. Ces valorisations comptables de boîtes, généralement, alors c'est très utilisé quand les boîtes sont en liquidation, finalement. Pourquoi? Parce qu'on va valoriser l'ensemble des assets de la boîte. Donc les assets de la boîte, c'est des actifs, c'est ce qui vont permettre à la boîte de créer de la richesse. Dans ces actifs, par exemple, vous pouvez, si vous avez une boîte de transport, par exemple, qui fait faillite, généralement, on va retrouver des voitures dedans, on va retrouver potentiellement un entrepôt, mais disons qu'il n'y a que des voitures, que le gars est locataire. Alors même si le gars est locataire, vous avez le droit au bail qui peut avoir une valeur. Un petit peu pour tout le monde, un droit au bail peut avoir une valeur si le bail, par exemple, a été négocié il y a pas mal d'années, et du coup, on est en dessous de 10 ou 20% du prix au marché. Vous pouvez calculer la valeur du droit au bail en prenant le gain réel par rapport à si vous re-signez le bail. Bref, vous avez ça et vous avez du coup en valeur comptable, ce que vous allez faire de façon assez pragmatique, c'est sommer la valeur de toutes les voitures à date actuelle. Vous pouvez vous spécialiser là-dedans, qui est de reprendre des boîtes qui sont en redressement ou même qui sont en mode de liquidation. Il faut savoir qu'à un moment, il y a beaucoup de choses qui partent en vente aux enchères, vous pouvez le faire vous-même. C'est-à-dire proposer de reprendre une boîte avec une certaine valorisation et en fait, vous vous assurez que vous avez fait une valorisation comptable. Vous comptez le temps que ça va vous prendre et la marge que vous voulez faire en faisant les reventes de l'ensemble des actifs que vous pouvez revendre facilement. Prenez du 20, 30%, voire 50% et vous rachetez la boîte à ce prix-là. Et vous faites le boulot simplement de revendre l'ensemble des actifs. Donc ça, c'est une valorisation comptable. Généralement, quand on est sur des boîtes, vous avez plein de façons de valoriser les boîtes qui sont pareil en redressement ou en liquidation. Ça dépend vraiment de votre angle d'attaque. Mais en tout cas, on comprend bien la valorisation comptable comme ça. Il y a des actifs qui sont très compliqués à valoriser, qui vont être des actifs de marque. Ne vous faites pas embarquer comme quoi il y a la clientèle, il y a les marques, etc. On peut retrouver des choses où c'est un petit peu compliqué de les valoriser. Repensez simplement à qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'une marque, là par exemple on est sur le rachat d'une boîte de vélo.
Il y a effectivement une marque qui a été créée, qui a été déposée, mais là aujourd'hui, la marque pour moi n'a quasiment pas de valeur, voire pas de valeur. Pourquoi? Parce qu'elle ne permet pas de vendre plus cher des vélos standards. Donc on pourra en reparler. Je vous reparlerai des cas de on fera peut-être les valorisations des champagnes si ça vous intéresse. Je ferai un épisode là-dessus. Quand je bossais, pour LVMH sur les valorisations de champagne, je vous indiquerai comment on valorise les marques et cetera. On fera des petits exercices. Ça pourrait être sympa. Alors, une fois que vous avez cette, valorisation-là, nous, on va arriver à des trucs, beaucoup plus pragmatiques. Nous, quand on est pragmatique et quand on fait de l'immobilier ou quand on fait de la reprise de boîte, si on regarde ces boîtes, enfin, il faut toujours regarder ces boîtes avec un esprit rentabilité, cash et dette. Nous, la boîte, ça va nous intéresser pour lever de la dette supplémentaire. Potentiellement, dans les boîtes, on peut lever des dettes encore une fois infinies. Alors, on peut faire la même chose en immobilier, encore une fois, mais bon, il faut bien maîtriser les trucs. En boîte, on peut relever de la dette supplémentaire. Donc là, on va parler, moi, ce que j'appelle la méthode LBO. C'est quelque chose que je fais systématiquement quand je rachète une boîte aujourd'hui. Alors, ça dépend du cadre, etc. Mais dans la plupart des boîtes, je vais essayer de financer au maximum la boîte par de la dette. Alors, attention quand vous faites ça, en niveau de risque d'actif, vous faites de l'immobilier, vous maîtrisez l'immobilier, le risque est quand même très faible de vous retrouver avec un asset, un bien immobilier qui vaut zéro. Vous avez des variations de l'immobilier global, ok, très bien, vous pouvez perdre 20%, hein, voilà, dans des moments complexes d'augmentation des taux, de contexte, etc. Par contre, quand vous faites de la reprise de boîte, attention, l'actif entreprise, c'est pas du tout la même chose. L'énergie qui est nécessaire pour maintenir une entreprise en route est quand même très importante comparée à l'énergie qu'il faut maintenir, enfin, qu'il faut utiliser pour maintenir un actif immobilier. Ne serait-ce qu'un actif immobilier, il faut quand même mettre de l'énergie dedans. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre finalement, on va faire une méthode assez classique. On va reprendre cet EBITDA, donc cet excédent, ce earning before interest, taxes and amortization, depreciation and amortization. On va le prendre mensuel. Donc par exemple, si vous avez un EBITDA annuel de 160 000, vous le divisez par 12, vous trouvez 13 000 d'EBITDA. On va en prendre, alors là, on fait la méthode purement des banques. En fait, cette méthode-là qu'on est en train de faire, c'est exactement comme quand vous calculez combien vous pouvez emprunter pour un investissement immobilier. Vous allez en prendre 70%, ça va vous faire 9 000 euros. Et là, ces 70%, si vous regardez bien, c'est finalement, grosso modo, combien il reste dans l'entreprise en résultat net. Donc vous tombez à peu près sur le résultat net. La banque, quand vous faites ça, va prendre les trois derniers bilans et va espérer qu'il n'y ait pas trop de variations. Si vous avez beaucoup de variations, la banque va être conservatrice sur les variations. Attention, si vous avez un EBITDA négatif dans les 3 dernières années, la banque va se dire zut, ça pue un peu, donc je ne suis pas très chaud. Si vous avez des grosses variations de chiffre d'affaires, genre le chiffre d'affaires divise par 2, mais votre rentabilité reste la même, attention, ça va déchauffer la banque. Il faut vraiment tomber sur un truc qui est stable. Il faut que la banque veut un truc stable. La banque, ce qui est tout à fait normal, nous, ce serait la même chose. Quand elle vous regarde, elle veut des salaires stables ou en augmentation, mais elle ne veut pas des trucs délirants, etc. C'est pareil quand elle regarde une boîte. Là, elle va du coup se dire, OK, la boîte, en fait, peut rembourser chaque mois, dans notre cas, 9 000 euros. Après, elle va se dire, OK, combien d'emprunts ces 9 000 euros représentent sur 7 ans? Un LBO, un rachat de boîte, généralement, au maximum, c'est sur 7 ans. Donc nous, comme d'habitude, ce qu'on va chercher à faire, c'est la durée maximum et d'emprunter le maximum avec la banque. Et du coup, on va prendre 7 ans. Là, on va essayer de trouver le taux LBO. Le taux LBO, c'est le taux auquel la banque va vous prêter de l'argent. Alors attention, il n'y a pas de vrai taux LBO similaire entre toutes les banques. Moi, la méthode, à force d'en faire et d'en regarder, j'ai trouvé une petite méthode qui me permet d'avoir un taux LBO un peu moyen. Vous prenez le taux sur 20 ans immobilier. Donc là, aujourd'hui, là, j'ai mis que c'était à 3,43. Et vous rajoutez 2%, ça fait du 5,43. Et grosso modo, aujourd'hui, les banques font ça. Donc moi, ça me donne une bonne indication. Donc je vais sur meilleur taux, je regarde le taux à 20 ans d'aujourd'hui et je rajoute 2%. Et là, dans notre cas, par exemple, ça fait 651 000 euros que la banque peut nous prêter. Donc là, on sait que l'entreprise peut supporter 651 000 euros de dette. C'est super pour financer la boîte. Alors attention, encore une fois, vous êtes dans un truc qui n'est pas aussi régulier que de l'immobilier. Donc c'est pas garanti que votre boîte, là, qui aujourd'hui fait du 10 000 euros à peu près de résultats par mois, va continuer à faire 10 000 euros de résultats. Donc c'est une prise de risque et la dette que vous mettez sur une boîte est potentiellement beaucoup plus risquée. Quand vous reprenez une boîte, on va pouvoir voir exactement comment on fait et quels sont les différents mécanismes.
Là, dans ce cas d'une boîte à 651 000 €, là, je vous donne les codes classiques. Une banque va vous demander entre 10 à 30 % d'apport, sachant que cet apport peut venir d'autre part que de votre cash classique et que vous allez pouvoir négocier pas mal de termes. Donc là, dans notre cas, sur une boîte à 650 000 €, vous allez avoir du 65 000 €, du 130 000 €, du 195 000 € d'apport. Et là, on verra comment faire cet apport-là. Là, je pense que je vous ai donné une bonne description de comment les boîtes sont valorisées. En dernier chapitre, ce qu'il faut retenir, c'est que les boîtes, c'est vraiment la valeur que vous donnez à la boîte. Il y a plein de méthodes de négociation. Les prix des boîtes ne sont jamais ceux qui sont publiés à la sortie. Alors, c'est un peu comme les levées de fonds. Vous voyez des boîtes qui vont vous dire « Ok, on a levé 100 millions ». Alors qu'en réalité, dans beaucoup de cas, dans les 100 millions d'euros levés et annoncés, il y a 50 millions qui sont en fait des contrats avec leur nouvel investisseur. Donc, par exemple, moi, pour bien connaître le truc, j'ai une fintech, je lève de l'argent avec BNP et je dis que j'ai levé 100 millions auprès de différents fonds et BNP. Et en fait, dans ces 100 millions, j'ai réellement 50 millions de cash et j'ai 50 millions de contrats sur 3 ans avec BNP parce qu'ils vont utiliser ma solution. Donc ça, c'est voilà comment les trucs, bon, on est obligé de simplifier pour donner des chiffres et pour faire un effet aussi marketing parce que tout ça, c'est du marketing. Dans les reprises de boîte, c'est exactement la même chose. Vous allez avoir des prix qui sont affichés, des multiples, mais après, il faut tout ajuster en fonction de ça. Voilà, pour les valorisations, n'hésitez pas à me laisser des 5 étoiles en bas sur le podcast. J'ai besoin de vous pour soutenir le podcast. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. On se retrouve je fais des lives aussi pour faire des valorisations en live avec vous. N'hésitez pas à regarder ce que je partage sur LinkedIn, à m'envoyer des petits messages. Et moi, je vous souhaite une très bonne semaine et surtout de très bons invests. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.